Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. On est hyper content de vous retrouver pour un nouveau live. Et aujourd'hui, on est très nombreux. On va parler influence avec mes nombreux invités. Je suis ravi de vous accueillir tous. On va parler influence, donc avec ce texte de loi qui a été donc voté à l'Assemblée nationale, qui a voté. Alors, on verra avec vous si c'est votre avis aussi, un peu la fin de la récré sur le marché de l'influence. Un texte qu'on va évidemment discuter aujourd'hui ensemble. On va voir quels sont les impacts pour le marché de l'influenceur, pour les agences aussi d'influence. Et pour en parler, je suis très content d'accueillir avec moi. Donc, on a Arthur Delaporte, qui est député PS. Bonjour Arthur. Bonjour. Qui est dans des conditions. Donc, merci beaucoup de nous accorder ce temps. Sur du direct, on dirait. Voilà, qui en direct de la manif, c'est ça, non? Ouais, disons que c'est une journée de mobilisation sociale, donc je vais essayer de trouver 20 minutes de pause, mais c'est vrai que c'est une journée particulière et quand on a calé le truc, j'avoue que j'avais pas anticipé qu'il y aurait encore une réforme des retraites. Voilà, donc, Arthur nous fait le plaisir de rester avec nous pendant 25 minutes. On va vous poser toutes les questions et bien sûr, on essaiera de balayer tous les sujets ensemble avec aussi nos autres invités. Et donc, on a Karine Fernandez. Bonjour Karine. Vous êtes présidente de l'UNIC, donc la toute jeune Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Et vous êtes aussi CEO de Point d'Orgue, qui est une agence d'influence, donc c'est un secteur qu'évidemment vous connaissez bien. Et l'UMIC, juste en un mot, mais vous pourrez bien sûr en dire plus et préciser un peu les choses, c'est donc donc une union qui regroupe 50 agences et plusieurs influenceurs, donc c'est quelque chose d'assez assez structuré. Et je suis ravi aussi d'accueillir Mohamed Mansouri, qui est directeur délégué de l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et vous ne découvrez pas le secteur de l'influence, vous avez déjà mis en place un certain nombre d'actions il y a déjà un certain temps, on va y revenir. Et bien sûr, vous allez avoir un regard sur la loi. Alors justement, la loi, j'espère que Arthur nous entend, qui a été voté, un projet de loi qui a été voté à l'unanimité. Alors, il y avait 49 députés qui étaient présents, hein, et qui donc est une loi transpartisane qui a été votée en première lecture. Elle est en navette. Alors maintenant, avec la réforme des retraites, on commence à tous être des super spécialistes du parcours des lois. Moi, peut-être la première question pour vous, Mathieu, si vous nous entendez, Arthur, pardon. Je vous entends. Vous nous entendez bien? Alors, on vous entend, on ne vous voit pas, mais on vous entend, mais on sait que vous êtes dans les rues de Paris. Effectivement, il y a quand même une unanimité sur ce texte, une loi transpartisane qui a été votée le 30 mars en pleine réforme des retraites. On voit comment le climat politique est quand même un peu compliqué en ce moment. Et c'est un texte qui, en plus, commençait un petit peu à devenir un petit peu politique. C'est un peu une surprise qui est quand même cette unanimité, cette approche. Donc, il y avait urgence à légiférer et il y a consensus au sein de l'Assemblée. Écoutez, oui, il y avait urgence à légiférer et surtout, il y avait plusieurs propositions de loi d'une certaine manière concurrentes ou complémentaires qui existaient. Il y avait d'un côté la proposition de loi que j'avais déposée en décembre dernier, et de l'autre, celle qui avait été déposée par Aurélien Taché, et enfin celle par Nadège Abomangoli et François Piquemaille. Et derrière, il y avait aussi une proposition de loi qui était en cours d'écriture par Stéphane Vogetta, qui m'a proposé finalement début janvier de travailler ensemble, alors que j'avais inscrit le texte que je présentais dans la niche du groupe socialiste et apparenté début février. Donc, elle n'est pas passée dans la niche. Hein. Elle n'est pas passée dans la niche PS. Alors, disons qu'on a commencé à étudier la première partie de la loi, tout le volet définition et interdiction, qui était en fait ce que j'avais écrit de mon côté lors de l'examen de cette loi dans la niche du groupe socialiste. Mais on s'est arrêté en fait au début de la séance, notamment parce que voilà, on avait déposé ce texte commun entre-temps avec Stéphane Vogetta. Le gouvernement avait dit qu'il soutiendrait notre initiative. Et donc, on s'est retrouvé à travailler sur ce consensus qui était finalement la fusion de mon texte et du sien, avec une vision plus ample, puisqu'on intégrait à la fois à cette définition et à ce régime d'interdiction qu'on précisait, la contractualisation, le rôle des agences, le rôle des plateformes aussi, et puis une dimension éducative. Voilà, donc ça permettait d'avoir une vision plus globale et finalement de montrer aussi qu'il y avait un consensus au-delà des clivages politiques traditionnels pour réguler le monde de l'influence.
Alors évidemment, on va parler de cette loi et peut-être que pour en parler, je vais peut-être, proposer en fait à Alexandra, rédaction de Story Jungle, je t'ai pas présenté tout à l'heure Alexandra. Je suis journaliste chez Story Jungle. Très bien. De peut-être nous faire un petit récap justement des éléments clés de la loi. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est évidemment d'avoir votre commentaire à vous trois sur, voilà, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Quelle est votre réaction par rapport à ce texte? Donc, la proposition de loi crée une définition juridique de l'influenceur commercial. Elle mentionne aussi le fait que la publicité pour les opérations de chirurgie esthétique de certains produits et services financiers, notamment les crypto-monnaies et les produits contrefaits, va être interdite. Les photos ou vidéos modifiées visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage devront être accompagnées de la mention image retouchée. Il y a aussi le texte introduit également le principe d'une responsabilité solidaire entre l'annonceur et l'influenceur. Voilà, pour citer quelques mesures prises. Alors, donc, j'ai une question simple pour vous tous. Est-ce que vous êtes satisfaits? Alors, par qui on commence? Peut-être on va continuer avec vous, Arthur Delaporte. Donc, puisque vous étiez évidemment auteur de la loi a été amendée. Finalement, assez peu. Il y a des choses qui n'y sont finalement pas. On va y revenir d'ailleurs. Mais quel est votre? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous estimez que Moi, c'est vraiment une source de satisfaction importante parce que on a réussi finalement à aller à la fois au-delà ou de manière plus précise que ce que visait le texte initial, ce que j'avais déposé, parce que en réfléchissant, en discutant avec les acteurs, on s'est dit qu'il fallait renforcer un certain nombre d'interdictions, en particulier, par exemple, la question de la publicité pour les jeux d'argent en ligne, ou les jeux d'argent de manière générale, les paris sportifs. Et donc, voilà, on a réussi à cranter quelque chose supplémentaire qui n'était pas dans la loi initiale, ou tout un volet sur l'alimentation qui n'était pas présent non plus dans la loi initiale, un volet sur les produits de santé qui n'était pas présent au départ. Donc voilà, on a eu des avancées. Évidemment, on ne va jamais aussi loin que ce qu'on aimerait, mais ça, c'est voilà, le principe de tout travail législatif, c'est qu'il y a toujours possibilité d'aller plus loin. Et donc, voilà, moi, j'aurais toujours aimé qu'on crante des choses supplémentaires. Mais là, je considère qu'on a réussi à avoir quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui, par ailleurs, dans l'ensemble, mais Karine Fernandez pourra le préciser, a l'air d'être soutenu par les acteurs du milieu, les acteurs structurants du milieu de l'influence commerciale. Et puis, on a réussi à avoir voilà, un dialogue assez serein avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, je trouve que, oui, on peut être satisfait parce qu'on a à la fois un consensus politique, mais aussi voilà, un soutien de la part d'une grande partie des acteurs économiques, avec un petit bémol sur les cryptos, où voilà, il y a encore des sujets qui restent en suspens. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, j'en profite. Si vous souhaitez poser vos questions à nos interlocuteurs, ce sera avec grand plaisir. Et j'en profite pour dire bonjour à Randa, Charlotte, Laurent, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Karine, je veux bien vous entendre aussi sur cette question. Alors, donc, cette loi encadre effectivement le marché sur lequel vous opérez en tant qu'agence, avec votre agence Point d'orgue. Ça va changer des choses pour vous, peut-être, vous allez me dire. Est-ce qu'elle va assez loin? Quelle est votre réaction? Quelle est votre impression? Alors nous, sur le principe, on était très favorable à ce qu'il y ait un encadrement et surtout une officialisation du fait que les règles qui aujourd'hui existent dans le secteur de la publicité s'appliquent aussi au secteur de l'influence. L'influence, c'est un monde nouveau par définition. Je pense, on trouve très peu ce nom et encore pas du tout le mot influenceur dans les textes. Donc, c'est très bien de l'officialiser. Donc sur ce point, déjà, on est très content et on s'est senti effectivement écouté et on a pu, je pense, éviter aussi des effets de bord potentiels avec ce qui se fait vraiment dans la technique, on va dire, et ce qui était souhaité du côté du législateur. Donc là-dessus, on est très content. Je pense qu'au global, ça va pas. Oui. Oui, on a une définition d'influenceur maintenant, et d'ailleurs des agences d'influence. C'est souvent ce qui est salué comme étant l'avancée peut-être majeure de cette loi. Je ne sais pas si c'est votre avis. Alors, je vais juste la dire. C'est une définition de l'influence commerciale et non pas de l'influenceur sur le premier volet.
Oui, l'influenceur commercial, effectivement, toute personne physique et morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature dont la valeur. Alors d'ailleurs, oui, dans le texte final, la dernière C'est pas le phrase qu'on texte voit final, beaucoup, elle a exactement. été supprimée. Ouais. La valeur donc supérieure à un seuil fixé par décret, ça n'y est plus là, dans la loi, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Là, vous lisez la version qui n'est pas définitive, mais qui est issue d'une certaine manière de la commission. Ouais. Mais on a rebougé ça en séance. Ouais, c'est ça. Voilà, on a enlevé effectivement, enfin, vous avez enlevé le seuil fixé par décret. Pardon, je vous ai interrompu, Karine, je vous en prie. Non, pas du tout. Bah, j'expliquais effectivement qu'on a plutôt finalement une définition de la pratique de l'influence commerciale plutôt que de définir ce que c'est qu'un influenceur et on s'est vite rendu compte que c'était presque impossible, à définir, donc autant définir la pratique et tant mieux puisque c'est ce qu'on essaye d'encadrer, je pense. Donc sur ça, en fait et sur l'ensemble de la loi, ça va pas effectivement par rapport à nos pratiques et ce qu'on a essayé de mettre en place par nous-mêmes depuis des années, pour les membres de l'UMIC, ça nous change pas grand-chose. Donc ça veut dire c'est déjà bon signe, ça veut dire qu'on essayait déjà de faire bien à l'époque et puis qu'on va essayer de continuer à faire mieux. Et sur la partie définition de l'agence, vous preniez cet exemple, on pense que ça peut être une bonne chose. En fait, on comprend l'objectif initial qui est de vouloir comprendre la chaîne de responsabilité quand il y a une communication commerciale et de savoir qui a pris part, de quelle manière et du coup, quand ça se passe mal, savoir qui est concerné. Du coup, pour nous, on a quand même un point de nuance encore là-dessus parce qu'on pense que définir ce que c'est que l'agent d'un influenceur, la manière dont c'est fait aujourd'hui, ne va pas permettre d'identifier toute la chaîne de responsabilité, voire même englobe des acteurs au statut d'agent d'influenceur alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc c'est peut-être encore un point d'amélioration, mais pour le reste, on est très content. Et j'ai lu que vous, je crois que vous, en fait, vous étiez aussi sceptique sur le fait qu'on rajoute aussi pas mal comment, de petites lignes, en fait, dans les contenus, alors, comment on appelle ça? Mention. Les bandeaux? Les mentions. Les mentions, pardon, excusez-moi, Ouais. voilà. Donc, un problème de surmention, j'ai. Ouais, oui, alors c'est ça. En fait, au départ, se posait la question de, voilà, de signaler différentes choses comme, justement les mentions, autour de l'alcool, donc le fait que ça peut être dangereux pour la santé, autour de la malbouffe potentiellement, le fait qu'il y ait une retouche, bon bref, tout un ensemble de choses, au-delà du bandeau même, du partenariat commercial qui est en cours de diffusion et du coup, on préfère aussi renvoyer là, pour le coup, à la responsabilité des plateformes et à la technologie qui existe déjà au sein des plateformes, plutôt que de se dire que demain, un créateur de contenu va commencer à faire l'espèce de montage au quotidien de un bandeau, puis un autre bandeau, puis un autre bandeau. En fait, les plateformes aujourd'hui permettent déjà de l'identifier. Le tout, c'est que ce soit homogène, si possible, et de se servir de ce qui existe plutôt que d'attendre d'un créateur qui devienne un monteur vidéo avant d'être créateur. Oui, et d'ailleurs, Arthur, moi j'ai une question et je reviens à vous juste après pour votre réaction, Mohamed. J'ai une question sur justement les plateformes ont-elles été associées en fait, enfin dans quelle mesure elles ont été associées? Parce que la loi ça n'a pas été beaucoup souligné, mais propose aussi, enfin, met en place aussi des amendes possibles pour les plateformes qui ne retireraient pas les contenus donc suffisamment rapidement, et allant jusqu'à des amendes allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. C'est énorme. Oui, mais alors pour tout ce qui est relatif aux plateformes, en fait, on s'inspire et on transpose d'une certaine manière par anticipation le DSA, le D'accord. Digital Services Act, qui va s'appliquer aux plateformes. Et donc, parce que si on avait touché aux droits des plateformes de manière, on va dire, trop, enfin, en renforçant plus que ce que prévoit le DSA, on avait le risque de perdre du temps en fait pour faire entrer notre texte en vigueur, parce qu'il aurait fallu qu'on demande à la Commission européenne si c'était conforme, etc. Enfin, vous voyez, ça aurait rajouté des délais D'accord. Donc, de 1 ou 2 mois. Donc c'est très conforme au DSA, mais on le rappelle parce qu'on voulait vraiment impliquer l'ensemble des acteurs et montrer qu'il y avait voilà, une co-responsabilité entre influenceurs, agences, annonceurs et plateformes. alors justement, Mohamed Mansouri, donc vous dirigez enfin, vous êtes un des dirigeants de la RPP. Cette co-responsabilité, d'abord votre remarque générale sur la loi, mais aussi cette co-responsabilité qui est mise en place hein, par la loi entre influenceurs, annonceurs et même plateformes, ça change un peu la donne aussi sur le marché pour vous, côté annonceur. Alors, oui, bonjour à tous et merci de cette opportunité de
pour l'Arbre de prendre la parole sur le sujet, un sujet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années, puisque le marketing d'influence, on s'y intéresse depuis 2016 maintenant. Sur la loi, elle présente un intérêt notoire, c'est que finalement, elle rappelle qu'il existe déjà un cadre, et que c'est le cadre qui est celui de la publicité, et elle prévoit son application au marketing d'influence. On ne part pas de rien, il y a un cadre en France qui existe, qui est complexe, qui est très fourni, qui est le plus fourni en Europe, c'est pour ça qu'en matière de mention légale, et la loi rappelle ce point-là, et il faut aussi, pour avoir suivi les échanges, tant lors de la Commission des affaires économiques que pendant les débats en séance publique, il faut saluer le travail des co-rapporteurs qui ont su, à maintes reprises, rappeler qu'il était nécessaire de ne pas créer un déséquilibre entre les différents canaux et entre les différents médias. Et ça, c'est une chose importante pour préserver justement cet équilibre et finalement aider un secteur qui croît très vite, qui est celui de la creator economy. Si on voit les chiffres, ils étaient estimés à 9 milliards au niveau mondial en termes d'investissement en 2019. Il y a des chiffres qui l'estiment cette année à 23 milliards, donc c'est un secteur qui croît vite et fortement. Il faut l'accompagner. Ah oui. Et pour l'accompagner, il faut l'accompagner avec des règles. Moi, j'avais lu 5 milliards et 12 milliards en 2021. Mais bon. Oui. Au niveau 12 milliards l'an dernier et 23 milliards cette année, selon une étude. Ah, c'est ça. D'accord, c'est en 2022. D'accord. En 2023, c'est une estimation prédictive qui a été relayée par Webedia. Donc, il faut des règles. Il faut pour lui permettre de structurer et de jeter les bases d'une confiance qui vont permettre à ce marché de s'inscrire dans la durée. Il faut aussi citer les travaux qui ont un peu préfiguré ces débats parlementaires et ces échanges au niveau législatif côté ministère de l'économie, puisque Bercy a réuni toutes les parties prenantes, tous les acteurs du marché, que ce soit les marques, les agences, les médias, les plateformes, mais aussi la société civile, les associations de consommateurs, les associations et des enseignants, pour justement réfléchir à ce cadre, à un cadre autour de 4 grandes questions, à savoir les droits et les devoirs des influenceurs, la propriété intellectuelle, la gouvernance et une 4e thématique sur la protection du consommateur, et qui ont donné donc lieu à notamment un livrable qui est un guide de bonne pratique à destination des influenceurs et qui ont permis aussi de travailler sur une définition. Donc oui, c'est une bonne chose pour le marché, parce s'il n'y a pas de confiance, en tout cas, il n'y a pas d'avenir pour un marché. Comme disent nos amis anglo-saxons, no trust, no business. Et pour répondre à votre question sur la co-responsabilité, oui, l'influence responsable, c'est l'affaire de tous. Déjà par le passé, depuis l'origine, quand l'ARP a réfléchi à cette recommandation déontologique, l'ARP, je le rappelle, c'est une émanation de la profession publicitaire, les marques, les agences, les médias, mais qui aussi au sein de sa gouvernance consacre un 4e collège aux associations de consommateurs. Et cette règle déontologique qui a été adoptée en 2017, justement, prévoit ces règles de transparence et de loyauté. Et évidemment, il faut qu'il y ait cette responsabilité partagée. Si le manquement vient du créateur de contenu seul, alors par exemple sur la transparence, alors que la marque lui a bien demandé de révéler l'intention commerciale, eh bien, c'est sûr qu'il doit être tenu, lui, responsable pour le manquement. À l'inverse, si c'est la marque ou son représentant qui lui ont demandé de taire cette intention commerciale, la marque ou son représentant doivent être tenus responsables. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée selon où se situe l'origine du manquement. Et c'est évidemment l'affaire de tous, y compris les plateformes. Et comme l'a rappelé monsieur le député, pour les plateformes, on a déjà le DSA. Et l'intérêt de cette loi, c'est qu'elle transpose en partie le DSA. Il y a un prévoir un régime de responsabilité bien spécifique. Et cette loi ne va pas au-delà de ce qui est prévu par le DSA. Donc, c'est un texte équilibré et il faut le saluer. Alors, c'est un texte qui a l'air de mettre un peu tout le monde d'accord, au point qu'on lit parfois un peu tout ça pour ça. Non. Je vais vous dire, si je peux me permettre, parce que bon, j'ai 5 minutes, donc je vais essayer de dire. Ça met à la fois tout le monde d'accord, mais en même temps, c'est pas simplement ne faire que rappeler le droit existant. Qu'est-ce qui est nouveau? Bon, déjà, il y a une définition de l'influenceur. Pour l'instant, il n'y en avait pas. Ce qui est nouveau, c'est qu'on applique, alors qu'aujourd'hui, il y en avait certains qui se posaient la question, l'ensemble des règles de la publicité. Donc ça, c'est déjà aussi une forme de nouveauté, parce qu'il y en a qui disaient... La loi E20, par exemple. Par exemple. Mais bon, ça fait partie des sujets qu'on a débattus, mais c'est vrai que c'était important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, il y a franchement des choses qui sont hyper border, mais certains disaient non, on est un peu dans le cadre. Donc voilà, aujourd'hui, c'est totalement hors cadre. Troisième élément, on inclut la question des avantages en nature. Ça, c'est une vraie nouveauté.
parce que jusque-là, l'avantage en nature n'était pas considéré comme générateur, on ne devait pas se conformer aux règles de la publicité quand on avait des avantages en nature. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut souligner. Un autre élément, c'est la question de la contractualisation. La contractualisation, pareil, aujourd'hui, les relations, elles étaient extrêmement floues, et donc on pouvait toujours se dire non, c'est bon, enfin voilà, je ne m'étais pas engagé sur ça, bon, puis enfin voilà, ça responsabilise tout le monde. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Et puis on a aussi des interdictions qui vont plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Par exemple, sur la question des jeux d'argent, les mineurs, on ne pourra plus faire de la pub pour des mineurs. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. On pouvait faire de la pub si on avait une petite part de l'audience qui était mineure quand on est influenceur. Aujourd'hui, si on ne peut pas restreindre la portée de la publication aux mineurs, eh ben, en fait, on n'a plus le droit de faire de la pub pour des jeux d'argent. Voilà, c'est des choses, franchement, qui sont hyper importantes pour moi et pour nous, parce que, notamment ça, ou aussi le volet, disons, chirurgie esthétique, Chirurgie esthétique, j'allais le dire, voilà, où on va vraiment plus loin que le droit existant, parce qu'on a des enjeux majeurs de santé publique qui nécessitent voilà, de réguler plus loin que le cadre actuel, parce que voilà, on applique à minima le cadre actuel, mais dans certains points spécifiques, parce qu'il y a des enjeux d'addiction ou de santé publique, on peut voilà, aller un peu au-delà. Ça peut se justifier, par exemple, pour interdire qu'il y ait de la pub pour de l'alcool à la télé, par exemple. Ouais, ça, c'est des choses. En fonction, on n'est pas obligé d'appliquer les mêmes règles à tous les canaux. Et là, on considère que l'influence, c'est un canal spécifique qui voit s'appliquer les mêmes règles, mais qui, sur des points particuliers, peut avoir des règles particulières motivées par des enjeux de santé publique. Et on a les cryptos. Donc, on a l'interdiction des cryptos. Alors, peut-être avant de sachant que les cryptos, je vais juste vous dire un truc. Aujourd'hui, en fait, le cadre actuel, c'est celui de la loi. C'est juste que ceux qui font de la pub pour les cryptos ne sont pas au courant que la loi, normalement, quand on n'est pas enregistré PSAN, on n'a pas le droit de faire agréé, pardon, on n'a pas le droit de faire de la pub pour des cryptos. Donc aujourd'hui, il y en a plein qui font de la pub hors cadre et ils voudraient qu'on régule ça et qu'on les autorise finalement. Donc on est en train d'y réfléchir, mais aujourd'hui, finalement, dans le texte, on a fait rappeler la loi est uniquement la loi, mais malheureusement, ça ne leur plaît pas. Alors, ce qui veut dire aussi que des revues du web comme le Journal du Coin, qui leur modèle économique, c'est des articles sponsorisés, vont être amenés à disparaître. Alors ça, c'est ce que disent les acteurs. Mais en fait, il y a une différence entre l'influenceur qui mobilise sa personnalité, l'expression de sa personnalité, et un média qui a une vocation informative. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, après, on a une réunion aujourd'hui pour discuter avec certains acteurs. On continue, on a le Sénat qui arrive. Mais comment vous définissez le média, en fait? Parce que, voilà. Mais justement, ça c'est tout ce qu'il faut finir de cadrer. Mais nous, on vise l'influenceur en tant que celui qui va mobiliser sa notoriété à l'égard de sa communauté. Voilà, donc ça, c'est... Mais bon, tout ceci, le journaliste n'est pas astreint aux mêmes règles que l'influenceur, mais il y a de la déontologie, il y a des codes éthiques, etc. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que cette frontière, elle est parfois faussée, et on va faire de la pub pour quelque chose, alors que, en fait, on le déguise. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà, donc moi, ce qui va se passer, c'est que je vais couper ma vidéo à partir de maintenant. Voilà. Je continue de vous écouter pendant les 6-7 minutes qui viennent. Et éventuellement, j'interviendrai ponctuellement dans les 6 minutes qui viennent, et après, je ne serai plus joignable. Voilà. Et vous dites donc que vous êtes en train de réfléchir justement au sujet des cryptos. Voilà, ça peut bouger. c'est l'un des sujets qui reste à régler, avec un deuxième sujet qui est la question des produits de santé, où je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin que simplement le droit actuel, parce qu'il y a des dérives, alors produits de santé ou allégations de santé, parce que finalement c'est le détournement de choses qui ne sont pas considérées comme des produits de santé, mais qui ont un impact sur la santé, je pense notamment à certains compléments alimentaires. Voilà, donc ça c'est des sujets qu'il faut qu'on arrive à affiner, et j'espère qu'on y arrivera notamment au Sénat. Voilà, donc alors, je coupe ma caméra, je continue de vous écouter. Merci beaucoup. Et voilà. Et donc, encore une fois, merci d'être avec nous dans une journée un peu particulière. Il y a un autre sujet. Et là la question va plutôt se porter sur vous, Mohamed et Karine, qui n'est pas dans la loi, qui avait été évoqué comme pouvant rentrer dans la loi. Et finalement, ça n'a pas été le cas. C'est le statut d'influenceur. Alors, peut-être
pour vous, Mohamed, d'abord, à l'RPP, vous travaillez notamment sur une formation. Vous avez déjà, en fait, je dirais, une première étape, donc la certification, hein, je crois, hein, que vous proposez, ce que vous avez mis en place il y a déjà 2 ans, c'est ça? C'est une Oui. formation en ligne de 3 heures, sanctionnée par un petit examen, c'est ça? Alors oui, qui tout à s'adresse fait. Je profite de la présence de monsieur le député pour rappeler un point, c'est que la règle déontologique prévoit, parmi les contreparties, au-delà de la contrepartie financière, toute forme de contrepartie, y compris les cadeaux, les invitations. Et dans le droit européen, on a le UCPD Guidance, qui est une note qui permet d'interpréter une directive, qui rappelle justement que toute forme de contrepartie doit être prise en compte. Et c'était déjà le cas avant la loi. Donc, d'ailleurs qu'on a un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, que ce soit un cadeau, une invitation ou autre, c'est une collaboration commerciale et elle doit être dévoilée de manière explicite et instantanée, prévoit le texte. Je me permets de dire qu'aujourd'hui, on ne l'indiquait pas sur les postes. Quand on avait reçu une invitation ou des avantages en nature, et en fait, le fait de l'intégrer, là, ça sera obligatoirement inscrit, parce que finalement, aujourd'hui, on ne devait dire sponsorisé que quand on avait reçu de l'argent. Et bien aujourd'hui, demain, ce ne sera plus le cas. Non. C'était déjà le cas avant, je vous assure. Je vous prends comme exemple l'observatoire, puisqu'on parle du certificat, si justement la transition est parfaite, on a lancé donc cet observatoire de l'influence responsable qui nous amène à analyser aujourd'hui près de 40 000 contenus par an grâce à de l'intelligence artificielle. Et la règle qu'on applique, c'est la règle déontologique, c'est toute forme de contrepartie. Et dès lors qu'il y a un cadeau ou autre, la collaboration doit être mentionnée, et c'était fait, et c'est fait aujourd'hui, et c'était encore fait l'an dernier, dans près de 82% des cas. Simplement, dans le cadre de cet observatoire, on s'est rendu compte que quand on rentre dans le détail, chez les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés, ce taux de manquement, il explose. En revanche, chez les stars du web, il chutait à 9%. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes en lien avec les produits, et la loi vient encadrer et rappeler justement qu'il existe un cadre déjà préexistant sur le médical, sur les actes médicaux, sur les produits financiers, c'est très bien. Il y a des problèmes, effectivement, aussi chez les gros influenceurs, mais chez les petits influenceurs, il y avait un réel problème de méconnaissance de ce cadre légal, de ce cadre déontologique. Et c'est à ce titre qu'on a souhaité, parce qu'une de nos premières missions, c'est d'assurer la pédagogie de ce cadre. Et c'est à ce titre qu'un comité de suivi interprofessionnel qui regroupe les marques, les agences, les médias, mais aussi les plateformes, parce qu'elles sont réunies à l'ARP, Meta, Google, TikTok, ou Snapchat sont membres de l'ARP au même titre que les marques et les agences, mais aussi les organisations professionnelles, l'Union des marques, la CC. Ces professionnels ont décidé du lancement d'un certificat pour faire la pédagogie de ce contenu. Ce cadre, il est complexe, on l'a vu, on le revoit aussi à l'occasion de cette proposition de loi. Il est fourni et les créateurs de contenu émettent des communications commerciales. Ils ont une responsabilité au même titre que n'importe quel média. Certains créateurs de contenu se revendiquent médias. Ce sont des lignes éditoriales à part entière pour certains d'entre eux. Ils ont une obligation au même titre que les médias. Ils doivent connaître ce cadre et le certificat sert à ça. Il leur sert à suivre un parcours d'e-learning concrètement où ils vont être sensibilisés. De 3 heures. De 3 heures, c'est bien ça. C'est une demi-journée. C'est une demi-journée aujourd'hui. On est sur 4 heures quasiment. Avec l'ajout des différents derniers modules, on est quasiment sur 4 heures. Ils vont suivre des modules de sensibilisation à cette règle, en lien avec la transparence, toute forme de contrepartie. Ils doivent mentionner la collaboration commerciale, mais aussi sur d'autres aspects, comme la lutte contre le greenwashing, le fait d'être loyal, d'utiliser l'argument écologique de manière loyale. On fait de la sensibilisation aussi. On regarde des enjeux climatiques. Il y a un module dérèglement climatique. On les amène à s'interroger sur les produits dont ils font la promotion et leur impact sur leur environnement. Mais c'est 600 personnes formées jusqu'à présent sur 150 000 influenceurs, c'est bien ça? Oui, après, si on prend les 150 000 influenceurs, ceux qui en vivent, on est déjà avec les 600 créateurs de contenu certifiés, ceux qui en font leur métier, ceux qui en vivent, en tout cas, au moins parviennent à dégager, on couvre une grande partie de ces créateurs de contenu. C'est des gros comme des moins gros. On a Hugo Décrypte qui l'a passé récemment, ou Léna Situation, comme des tout petits influenceurs aussi qui l'ont passé. Effectivement, donc ils suivent un parcours sur des règles transversales. Bonne chose ou pas bonne chose qu'on n'ait pas retenu ce statut? Et je vais poser la question après à Karine. Dans la loi, il était question à un moment qu'on demande aux influenceurs d'être finalement, d'avoir leur propre statut, en fait, Le fait qu'il soit défini dans la loi, c'est une bonne chose. Ensuite, imposer le label, vous savez, le label. Oui. Non, ça reviendra en faire une profession réglementée, et c'est une barrière à l'entrée. C'est pas ce qui est souhaitable, enfin pas de notre point de vue en tout cas.
C'est Je une suis démarche. d'accord. Je précise par ailleurs que ça avait été introduit par un amendement En Marche et qu'on considérait que ce n'était pas du domaine de la loi que de fixer un label, et par ailleurs un label privé, parce que sinon ça aurait voulu dire un label public, et donc mettre des fonds spécifiques, des règles spécifiques, et donc voilà, on sortait totalement de ce qui est aujourd'hui votre label. Et voilà, on ne le souhaitait vraiment pas faire de la RPP une agence publique, quoi, parce que c'est pas le Tout cas. à fait. D'accord. Et on est tout à fait aligné là-dessus. Ça doit rester, nous, on est basé sur une démarche volontaire. Ça doit rester une démarche volontaire, vertueuse. Notre objectif, c'est qu'ils connaissent ce cadre et qu'ils commettent moins d'impairs. D'ailleurs, on a fait une étude très spécifique sur la liste des influenceurs avant et après qu'ils obtiennent le certificat. Avant, 22% de contenu opaque sur l'intention commerciale. Après obtention, on descend à 1,05% de manquement. Il y a un vrai impact positif de ce certificat auprès des créateurs de contenu. Donc vous Une fois qu'ils connaissent la règle, en fait, une fois qu'une règle est connue, elle est naturellement dans la grande majorité des cas, elle est plus naturellement respectée. Karine, qu'est-ce que ça va Moi, je vous laisse. Hein, donc, oui, merci, bien sûr. Merci voilà. Arthur d'avoir été avec nous. Et désolé pour ces conditions rocambolesques. Et bonne journée. Bonne journée. Karine, est-ce que vous trouvez que la loi protège davantage les influenceurs et qu'est-ce que ça va changer pour votre métier au quotidien? Alors, est-ce que la loi protège les influenceurs? Je suis pas sûre. Je pense pas qu'ils aient eu besoin d'une loi pour être protégés. Je pense à ce contrat qui va être mis en place systématiquement maintenant sur des opérations. Alors là, pour le coup, dépassant un montant qui sera établi dans un décret. Là, pour le coup, c'est ce que dit la loi aujourd'hui. Encore une fois, ça dépend dans quel sens on interprète cette obligation de contrat. Aujourd'hui, imposer un contrat pour toute collaboration, sachant que dans la grande majorité des cas, il y avait déjà des écrits, il y avait déjà des devis hyper clairs avec pour la plupart des conditions générales de vente automatisées où en fait on définit pour quand est le contenu, combien de contenu, pour quel argent, etc., etc. C'est déjà un cadre hyper clair. Maintenant, voilà, jusqu'où on va aller imposer un contrat et surtout des plus petits créateurs, ça veut dire quoi du coup? Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois ils s'entourent d'un juriste pour s'assurer que ce qu'on leur fait signer, c'est pas n'importe quoi? Enfin, en fait, je suis pas pour ce point, je pense pas que ce soit un point qui protège le consommateur pour être l'influenceur pour être très honnête. Moi, j'ai vu des témoignages effectivement d'influenceurs qui n'ont pas forcément des très grosses communautés, que ce soit sur Twitch ou enfin voilà, avec quand même des communautés au-delà des 10 000 personnes qui parlent de SMS du type allez, je te fais un PayPal, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui vont plus vraiment exister. Et là, je parle pas des influenceurs de Dubaï, la télé-réalité, etc., les influ-voleurs. Non, j'entends. Qui semblent exister. Enfin, on l'a beaucoup entendu sur les réseaux. Alors, je pense qu'elle existe, mais qu'elle reste à l'échelle de l'influence commerciale et de la majorité des euros qui sont dépensés aujourd'hui dans ce secteur, très minoritaire. Je connais peu de marques sérieuses, je dis bien sérieuses, qui aujourd'hui vont prendre le risque de dire je te valide ça par texto et je te fais un PayPal. Pour moi, ça n'existe pas. Quand je vois tous les process de paiement que nous, on se prend dans la bouche tous les mois et vas-y que je te paye à 90 jours et vas-y qu'il faut que tu passes par 65 entités pour être payé. Moi, j'y crois pas trop que le PayPal, ça marche encore. Très souvent, pour être très honnête d'ailleurs, la plupart des acteurs qui nous proposent du PayPal, souvent sont pas des acteurs très très clean vis-à-vis de leurs produits ou vis-à-vis de voilà. Donc, je pense que ça reste quand même minoritaire. Après, il y a quand même un monde entre accepter un deal par texto sur PayPal et accepter un devis. Il y a tout un monde et il y a encore tout un monde avec un contrat. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on va aller imposer? Et encore une fois, moi, mon point de warning, il est plutôt qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a moins de risques à se dire je fais un devis très clair, tu signes en bas, on s'engage mutuellement, je te paye à telle date, etc., etc. Ça, c'est une chose. Ça, c'est moins risqué pour le créateur, selon moi, que des marques ou des agences intermédiaires qui envoient des contrats de 20, 30, 40 pages à un créateur pour une story, aussi bien payée soit-elle, et qu'on sache pas ce qu'on signe à l'intérieur et qu'on se retrouve avec des créateurs qui s'engagent à des choses qu'ils auraient peut-être pas voulu céder au plus tôt, quoi. Donc, c'est pour ce point-là, je suis un peu mitigée. Et vous, Mohamed, qu'est-ce que, selon vous, l'impact sur, je dirais, le fonctionnement du marché, pour vous, côté annonceur? Ah, on vous entend pas, vous êtes en mute. Côté annonceur, la plupart des marques, et on va dire des marques sérieuses et qui ont pignon sur rue, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour elles finalement, parce que ce qui est et d'ailleurs c'est le titre de la loi, c'est de lutter contre les dérives. Et
qui dit dérive, dit aussi problématique d'un point de vue produit et secteur. Donc pour les grands, pour les annonceurs qui sont à l'ARP, il n'y a pas vraiment, en tout cas des rangs de l'ARP, il n'y a pas vraiment d'impact particulier, en tout cas en matière d'interdiction. C'est le point de vue que j'ai. D'accord. Ok. Donc, peut-être Alexandra, tu voulais... Oui, c'est une question pour Karine. Maintenant que la loi a été approuvée à l'Assemblée nationale, quels vont être les prochains chantiers de l'UMIC et comment vous définissez l'UMIC? Est-ce une fédération, un syndicat? Alors, le prochain chantier, déjà, c'est le Sénat. Oui. Bon, finalement, il va arriver plus vite que ce qu'on pense, visiblement début mai. Donc le prochain chantier, ça va être ça, d'essayer de quand même les sensibiliser, si on a la possibilité de le faire, à la définition de la chaîne de responsabilité, plutôt qu'à juste considérer que, une collaboration, ça intègre un créateur, un annonceur et son agent. Selon nous, c'est pas la réalité des choses. Donc ça reste un point. Quand tout ça sera fini, et je précise aussi, on a, là, on a dû traiter dans un temps qui, pour beaucoup, est du jamais vu, hein. Entre le moment où la PPL est tombée, plus toutes les réunions qu'on a faites avec Bercy, plus le passage au Sénat qui se fait à peine un mois après la manière dont ça a été voté. Bon, c'est un rythme qui tient du jamais vu et qui a nécessité une mobilisation extrême et record dans un secteur qui, à la base, n'est pas vraiment mobilisé. Donc, c'est vraiment là où on met toute notre énergie. Les chantiers prochains, pour nous, ce sera de continuer à travailler avec et nos membres et les acteurs du secteur, les acteurs professionnels, donc annonceurs, ARP, collectifs de victimes, etc., pour voir comment on peut continuer à être efficace et à responsabiliser le secteur, et surtout la formation et l'information. Comme le disait Mohamed, on pense que le principal souci aujourd'hui, c'est pas que les gens sont malhonnêtes et qu'ils ont envie de pas respecter les règles, c'est qu'ils ne les connaissent pas, qu'on est dans un secteur où aujourd'hui n'importe qui peut se lancer, et tant mieux, je trouve ça génial et surtout vu la crise qu'on traverse, de se dire qu'on peut tous se lancer, c'est très bien. Mais il faut donner accès aux gens et les sensibiliser à leurs droits et devoirs. Et je pense que ça passera aussi par l'aide des plateformes. Les plateformes sont les premières aujourd'hui à pouvoir pousser des notifications à quelqu'un qui a, je sais pas moi, 5 000, 10 000 abonnés, pouvoir le sensibiliser, lui dire est-ce que tu connais les règles en vigueur, est-ce que tu t'es intéressé, enfin, toutes ces choses-là, pour moi, c'est le chantier suivant. C'est très important qu'on montre l'exemple, en tout cas. Moi, j'ai une question quand même. Donc, l'UMIC est une organisation Oui, récente. pardon, j'ai oublié cette. Oui, on est une fédération pour répondre à la question, association loi 1901. Fédération. Donc, association loi 1901 qui a été créée en janvier, c'est ça? Je parle sous votre contrôle. Oui. En janvier de cette année, donc c'est tout à fait récent. Bon, il y a eu, alors je ne peux pas ne pas vous poser la question, il y a eu l'histoire de la fameuse tribune donc, qui a été publiée dans le JDD. Je pense qu'on vous en parle à chaque fois qu'on vous tend un micro. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc une tribune qui a été signée donc, par pas mal d'un influenceur, je crois plus d'une centaine. Et puis après, certains ont dit qu'ils n'avaient pas lu le texte, d'autres on dit qu'ils n'avaient pas été associés, en fait, qu'ils n'avaient pas signé en fait la tribune. Bon, ce qui en soi est quand même, enfin, sur que ce soit qu'ils aient signé à l'insu de leur plein gré ou qu'ils n'aient pas lu le texte, c'est quand même, enfin, qu'ils disent qu'ils n'aient pas lu le texte, c'est quand même très très grave pour en fait la signature d'une tribune. Alors, ce qu'on reprochait, c'était le timing de cette tribune en plein. Donc réforme des retraites et puis peut-être des phrases comme nous sommes les Français dans leur diversité, enfin, au moment où les Français étaient dans la rue, dans leur diversité aussi. Mais qu'est-ce que vous en avez appris? Quel enseignement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se dise c'est bien de réguler le secteur de l'influence, justement, quand on voit effectivement des gens après qui disent j'ai pas lu la tribune. Alors, ouais, alors il y a un contexte assez évident. Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments dans votre question. Le premier élément, c'est que la tribune a effectivement été publiée dans le JDD et 100% des noms des signataires y sont parce que soit le créateur lui-même nous a dit OK, soit le représentant du créateur nous a dit OK. Maintenant, sans forcément visiblement avoir eu l'accord du créateur lui-même, d'après ce qu'on comprend dans les messages qui ont été publiés. En tout cas, il y a plein de noms qui ont été retirés.
Tout à fait, il y a plein de messages qui ont été postés. Je pense qu'il y a déjà eu un effet de panique qui a été créé, par la manière dont les médias ont repris cette tribune. Parce que même moi, quand j'ai ouvert Twitter pour, la première fois pendant le week-end, je suis tombée d'office dans mon feed sur, un message, un tweet de BFM TV qui avait juste, repris la photo, de Squeezie et qui avait écrit: «Les influenceurs protestent contre, machin». Bon, c'est le premier truc que j'ai vu, alors que je sais moi-même, quel texte on a, mis en place et ce qui a été envoyé au JDD et en plus cette tribune n'était même pas disponible au sein de l'article, du de BFM. Donc bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une espèce de vague où tout le monde a repris uniquement le tweet de BFM, n'a pas lu la tribune parce qu'elle n'y était pas dans ce lien-là, a juste vu des extraits qui étaient bien orientés, et qui disaient totalement l'opposé de ce qui était dans la tribune, puisque la tribune dit qu'on est pour la régulation, qu'on est favorable, au texte tel qu'il est, puisque ça fait 3 mois qu'on essaye de faire en sorte qu'il aille dans le bon sens pour tout le monde et pour les créateurs avant même, les agences, contrairement à ce que j'ai pu lire. Et donc notre objectif, était que les créateurs puissent prendre la parole auprès des députés qui allaient voter le texte pour qu'il ne soit pas dénaturé et qu'il n'y ait pas de préjugés entre le monde des influx voleurs, comme on l'appelait, et les créateurs de contenu en tant que tels. Et comme quoi ça n'aura pas loupé, puisque je pense qu'on pourra tous s'accorder, si vous avez suivi la séance, que des préjugés, il y en a énormément, que beaucoup considèrent le secteur du marketing d'influence comme une espèce de poubelle géante remplie de gens pourris, et c'est exactement ce qu'on voulait leur signaler. Maintenant, pour répondre au dernier point, sur la notion de «ils ont signé, pas signé», je répète que vraiment tout a été transmis. Maintenant un créateur qui nous dit, s'il nous dit, «Ça me va, j'ai lu», et que ça qu'il ne le lit pas, ça je n'y peux rien. Si on dézoome un peu, on voit que tout vient un peu, du Ça m'a même fait volet. Ouais, ça m'a fait un Mais, peu rire cet argument parce que, certains ont estimé, Squeezie, pour ne pas le nommer, que, c'était mmh. bien de dire: «Ah bah, j'ai pas lu la tribune». Je trouve ça catastrophique, Alors, vraiment catastrophique de signer une mmh, tribune qu'on n'a pas lue. Mais bon, alors après c'est voilà. je suis d'accord. Après, voilà, moi, je pense qu'il y a eu au-delà de ça, il y a plutôt eu un mouvement de panique créé par le fait que ce 1er article BFM, très, comme ils disent, putaclic, a généré une espèce de vague de haine et qui a fait que les plus Ouais, suivis, d'accord. finalement, de la liste se sont fait, littéralement agresser par des gens qui disaient: «Comment ça, vous êtes contre la loi?» et cetera, alors que c'était absolument pas ce que disait le texte. Ça a créé un mouvement de panique qui a fait que Il y parmi a le eu plus du gros, recul, ouais. bah, il y a eu un mouvement de recul et du coup, tous ceux qui sont dans son agence, si vous regardez bien, c'est ça, ont fait le même mouvement de recul que lui, mais pas les autres. Il y a plein de créateurs qui ont dit: «Mais je comprends pas, moi j'ai lu, moi je suis d'accord avec ce qui est dit, je vois pas où est le problème» et concernant le timing, ah bah, ça, je suis bien désolée. Je pense aussi qu'il y a je pense que le fait que le vote de ce texte tombe, pendant, la réforme des retraites, c'est déjà c'est pas notre choix malheureusement. C'est pas votre choix, C'est pas ça nous qui pour le coup. choisissons les dates. Et je pense que c'était pas non plus, enfin voilà, ça reste un temps, favorable de pouvoir montrer qu'au milieu de cette guerre, il y a, une bulle de paix où, voilà, il y a une loi transpartisane qui émerge, votée à l'unanimité et cetera. Mais c'est pas nous qui avons, choisi ce timing, donc malheureusement, on est obligé de faire avec aussi. Donc si on avait pu, poster cette tribune dans 6 mois, on l'aurait fait, mais malheureusement, elle aurait servi à rien. Bon, alors Mohamed, je vais vous poser la même question qu'on a posée à Karine, c'est quelle est la prochaine étape selon vous? Je suis Sur la entièrement aligné. Je suis entièrement aligné avec Karine, c'est qu'il y a un gros enjeu de pédagogie, faut le poursuivre. On a fait une campagne avec Meta, et c'est vous dire un peu la force des plateformes, une campagne avec une créatrice de contenu qui s'appelle Cassandra Cano, qui totalise 3 millions, 1 million d'abonnés sur Instagram et 3 millions sur TikTok. On a fait 31 millions de vues sur cette campagne de sensibilisation sur le certificat, sur la nécessité d'être loyal et transparent vis-à-vis des audiences. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a une véritable accélération au niveau des inscriptions du certificat, parce qu'on en a à peu près une 50aine par semaine maintenant. C'est aussi grâce à l'UMIC, avec laquelle on a une convention de partenariat qui conditionnera la délivrance d'un label créateur à l'obtention du certificat, en plus du respect d'une charte. Vous mettez en place le label, hein, Tout ensemble. à fait. Il n'est pas dans la loi, mais vous le mettez en place. Voilà, donc non, c'est vraiment de l'éducation. On va poursuivre avec la RPP. On vient de relancer la 4e édition de l'Observatoire de l'influence responsable. On publiera les résultats en septembre. De ce que je peux vous dire déjà, en l'état actuel des analyses, on continue de constater une amélioration de la transparence et du respect des autres règles.
Donc à nouveau, vraiment, quand une règle elle est connue, elle est naturellement respectée, et il faut continuer à faire cette pédagogie auprès de tous. Alors, une toute dernière question à vous deux, parce qu'on vous tient, et là, on va faire un pas de côté par rapport à la loi, quand même vous poser la question. Et maintenant, d'un point de vue plus business, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'influence? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous assistez à, je dirais, un petit tassement autour par exemple, Instagram, qui était effectivement la plateforme reine de l'influence, avec un relais plus sur TikTok, et donc des profils d'influenceurs qui, j'imagine, vont changer. Est-ce que vous avez LinkedIn dans votre viseur? Parce qu'on voit des agences d'influence se créer sur LinkedIn. Voilà, et donc la question côté agence et côté annonceur. Globalement, voilà une question plus marché. Quelle est la tendance, quelles sont les tendances que vous observez sur ce marché de l'influence aujourd'hui? Peut-être Ouais, Karine, pour commencer. ouais, il y a on sent en tout cas qu'il y a une vraie montée en puissance des contenus vidéo et des contenus spontanés, et voilà, donc ça c'est aussi la vague TikTok, hein, qui amène ça, qui du coup par extension va aller l'amener sur Insta. Donc on voit bien qu'un post photo marche moins qu'un contenu reel. Donc voilà, tout est drivé par le contenu vidéo, la spontanéité, le aller vite, le montrer son quotidien, et cetera, voire poster des choses Et hyper travaillées, hyper montées, hyper créatives, hein, est-ce que TikTok a détrôné pardon, Instagram non, pas encore. dans les demandes des annonceurs? Non? Pour Je vous, de pense pas votre point de vue encore. Je d'agence. pense qu'encore vis-à-vis des annonceurs, ça reste, Instagram reste une valeur sûre, tout comme YouTube d'ailleurs. C'est une valeur sûre et qui est bien maîtrisée. Maintenant, par contre, on voit vraiment qu'il y a un vrai, déplacement de budget, de plus en plus vers TikTok. C'est pas encore, majeur, mais ça le devient. Des stratégies entières se mettent en place sur TikTok, et cetera. Donc c'est une véritable dynamique. C'est une autre manière de toucher un consommateur, parce qu'aujourd'hui, on va plutôt toucher les gens par une tendance que par la communauté qui suit la personne. Donc, c'est vraiment un autre moyen de l'aborder. LinkedIn, c'est encore petit, nous, de notre côté, mais je sais et je vois que ça se développe beaucoup. On a quelques créateurs, en ce qui nous concerne, qui commencent à se mettre en place sur la plateforme, à vouloir partager un peu ce qu'ils font. Puis ça leur fait du bien. Pour la plupart des créateurs qui sont là depuis longtemps, avoir une plateforme où justement les stats sont tout au vert, parce que justement il y a tout à faire, et où le public est différent et réagit différemment, c'est très bien aussi, quoi. Mmh. C'est sûr que c'est un début. Je sais pas où ça va amener sur LinkedIn, mais en tout cas, on voit le mouvement. Et Twitch, dans l'ensemble, juste si on fait une forme de tiercé, de quarté ou de quinté. Twitch, Twitch, en fait, c'est plus une question de secteur. Twitch, c'est extrêmement puissant sur tous les créateurs de contenu qui sont orientés sur le divertissement, le jeu Mhm. vidéo, et cetera. Énormément, énormément, énormément. Donc, par exemple, des créateurs qui sont full divertissement vont avoir un 50-50 presque entre YouTube et Twitch. Nous, par Ouais. exemple, qui sommes plus lifestyle, Twitch reste une minorité et YouTube, Instagram, TikTok, une majorité. Donc, c'est vraiment, je pense, plus par rapport au secteur. Mais tout ce qui va toucher au divertissement et aux jeux vidéo, Twitch a une place énorme sur ce marché-là, c'est évident. Et à tuer ses concurrents d'ailleurs. Et vous, Mohamed, votre vision de ce qui se passe, alors moins la vision, je dirais, du régulateur, entre guillemets, enfin de l'autorité, mais plus Oui, vous êtes au contact avec les annonceurs, votre vision sur. alors, vous avez raison, parce que l'ARP reste agnostique. Même selon les plateformes, les règles doivent être respectées, ou que soient diffusées les communications commerciales. Sur LinkedIn, ce qu'on appelle l'influence B2B, on observe un vrai développement. Il y a d'ailleurs une demande de certification des influenceurs B2B. À ce jour, c'est pas vraiment envisageable, puisque l'ARP, son cœur, son objet statutaire, c'est la protection du consommateur, et avant tout le consommateur. Donc on reste vraiment dans une communication B2C. Mais c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a un souci de loyauté aussi, et de transparence chez ces acteurs-là. Et donc on suit de près, et on accompagne tant que faire se peut, y compris ces acteurs. Donc oui, des choses très intéressantes à venir. Et pour ce qui est des autres plateformes, les formats, bien sûr, innovent très, très rapidement. Et on est en tout cas très, très heureux de les avoir tous membres de l'ARP, parce que Twitch aussi l'est via Amazon, aux côtés donc des autres plateformes qui sont par ailleurs membres de l'ARP, et très, très actives au sein de l'Observatoire. Et donc j'aurais appris qu'on dit l'ARP et non pas la RPP. Moi, je dis la RPP depuis des années. Les deux peuvent se dire, vous inquiétez pas. Les deux peuvent se dire, donc tout va bien. Alors, Mohamed Mansouri, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes directeur délégué de la RPP. On vous suit, bien sûr, on suit la RPP maintenant sur LinkedIn. On est sur LinkedIn, donc on a un clic de la RPP. Karine Fernandez, merci beaucoup aussi, présidente de l'UMIC. Vous avez une page LinkedIn? Je J'ai crois. une page LinkedIn, et tout à fait. La page, L'UMIC a une page LinkedIn, Point d'Orgue a une page LinkedIn. Et, Ouais. et
CEO de Point d'Orgue. On vous suit, bien sûr, sur LinkedIn. Merci Alexandra. Donc, et puis bien sûr, merci à Arthur Delaporte, député PS, qui est avec nous au début de ce live et qui a dû nous quitter, peut-être pour aller manifester. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous suit tous, bien sûr, sur LinkedIn. À très bientôt pour un prochain live. Oui, alors pour ceux que ça intéresse, on va parler intelligence artificielle et l'impact de l'intelligence artificielle sur les contenus, sur l'univers des contenus, la semaine prochaine, même heure, jeudi à 13h. Ce sera avec Benoît Raphaël. Et avec Jérôme Moibian, qui est en fait donc Benoît Raphaël, journaliste, et puis journaliste et spécialiste de l'IA, qui a créé en fait Flint, une plateforme de robots avec l'intelligence artificielle qui va chercher des contenus, et Jérôme Moibian du labo de R&D Spirops. Et donc on va parler vraiment évidemment de ChatGPT, etc., de Midjourney, tout ça, la semaine prochaine, même heure, 13h. Merci à vous et à très bientôt sur LinkedIn. Merci à tous. Merci.